Notre récit commence sous une nuit avec cette jeune femme qui va se réincarner dans le corps d'une impératrice qui a été torturée émotionnellement par son époux le prince héritier avec sa concubine au point où elle en est venue à se suicider. L'histoire commence avec l'impératrice pleurant et suppliant Sa Majesté l'Empereur de ne pas commettre l'acte odieux auquel il s'apprête à s'y prêter. Elle fait comprendre à celui-ci qu'elle est l'impératrice de cet empire. La mère de la nation et son épouse par-dessus tout. Elle veut savoir pourquoi il lui inflige ce traitement. L'empereur Alexander Grandiac Chaya-Lécha le Castille lui fait savoir qu'elle n'a pas à être si arrogante car pour lui il n'a jamais vu Dame Rosélia comme sa compagne. Il fait remarquer aussitôt que l'impératrice Aïcha est également ici. La femme lui fait remarquer que Dame Aïcha n'est qu'une simple concubine car c'est elle l'impératrice. L'empereur, une concubine? Quelle idiote vous faites, Rosélia. Vous rêvez. Qu'est-ce que vaut la position d'impératrice si je peux vous répudier et l'offrir à une autre? La femme est désemparée, les mots de l'empereur lui blessent énormément. L'empereur, Aïcha est digne de cette place que vous. Vous ne lui arrivez pas à la cheville. Vous êtes avide d'une place qui n'est pas la vôtre. Quel dommage, n'est-ce pas Rosélia? Rosalia. Vous n'étiez qu'un instrument dont j'avais besoin pour accéder à l'influence des Blanchet? Pour terminer, avant de sortir de la salle, l'empereur fait comprendre à Rosélia qu'il ne l'a jamais aimée et ne l'aimerait jamais car son cœur appartient à Aïcha. Dame Rosélia est détruite complètement. Elle tente une dernière tentative de faire prendre raison à son époux, mais c'est fini, elle a perdu son mari de manière définitive. Toutes ses cris dans l'espoir qu'il se retourne sont vaines. Revenons dans le monde réel. En réalité, la protagoniste de notre histoire est en train de lire un roman et trouve cela assez frustrant. Elle se demande pourquoi ce soi-disant empereur se comporte comme un grand con. Pour elle, l'impératrice Rosélia aurait dû quitter cet odieux personnage il y a longtemps pour aller profiter de la vie toute seule. Notre protagoniste était en train de lire ce célèbre roman du nom de « La fleur de ce monde ». C'est un roman d'amour fantastique avec un scénario assez classique où la protagoniste Aïcha du roman finit par devenir l'impératrice principale en gagnant l'amour de l'empereur. Notre protagoniste en lisant cette œuvre ne comprend pas vraiment une chose. Même si le mariage de l'empereur avec Dame Rosélia était arrangé et sans amour, l'impératrice Rosélia était sa femme. Mais comment se fait-il que l'héroïne Aïcha a rapidement pris sa place? L'empereur a été donc manipulé par l'héroïne et répudié sa femme dévouée. L'impératrice Rosélia a fini par mourir dans des suites d'une maladie pendant que ces deux la prenaient du bon temps en l'ignorant. Notre protagoniste est arrivé à un niveau en lisant ce roman si l'empereur avait fini par regretter sa décision. Elle pense que non car pendant son agonie, il ne lui a même pas jeté un regard, et quand Dame Rosélia est morte, il a rapidement nommé l'héroïne du roman Aïcha comme nouvelle impératrice et n'a offert aucune veillée funèbre pour la défunte. Notre protagoniste dans le monde réel pense que cet homme est une ordure de première. Comment c'est possible d'agir de la sorte avec une femme qui n'avait jamais rien fait de mal si ce n'est que de l'aimer de manière sincère? Pour elle, ce roman est une grosse merde. Les protagonistes de ce roman sont les pires qu'elle ait pu voir de sa vie. Qu'ils soient tous maudits. Elle vient de regarder sa montre et se rend compte qu'il est déjà 3 heures du matin. La lecture de ce roman avec une histoire aussi merdique l'a pris beaucoup trop de temps. Il faut qu'elle aille se coucher pour bien se reposer car elle vient à peine de trouver un nouvel emploi et va commencer dans quelques heures. Elle doit être en forme pour son premier jour et en plus elle commence tôt. Ces mots furent les dernières pensées de notre protagoniste dans le monde réel avant de s'endormir. À son réveil, elle entend une personne l'appeler Sa Majesté. La domestique en question lui fait savoir que l'empereur lui a accordé une audience suite à sa demande. Elle ne comprend rien à ce qui se passe. Elle est assise sur un mobilier Veillot mais très élégant, dans une chambre si spacieuse qu'elle pourrait y faire même du jogging. Pour couronner tout, des gens portant des robes démodées sont autour d'elle. En y voyant plus clair dans le miroir, son apparence a changé. Auparavant elle n'était qu'une Coréenne ordinaire, et voilà que maintenant, elle se retrouve dans le corps de l'impératrice du roman qu'elle lisait plus tôt, La fleur de ce monde. Elle n'en revient pas, elle est Rosélia maintenant. Elle a cru au début qu'elle ne faisait que rêver et s'est même giflée pour se réveiller. Mais hélas, peu importe tout ce qu'elle essaie de faire. Elle n'y arrivait pas. Notre protagoniste va finir par se rendre à l'évidence, elle est Rosélia maintenant. Pour elle, elle avait pitié pour Rosélia, mais ne voulait pas être à sa place. Elle se demande si ça ne serait pas mieux si elle avait été réincarnée en héroïne plus tôt. Une domestique vient de s'adresser chez elle. Elle lui fait savoir, « Vous avez fait un excellent travail, Votre Majesté. Vos efforts n'ont pas été vains.
Vous allez enfin revoir l'empereur. C'est vrai? Cela fait déjà 2 semaines que vous attendez. Nous allons faire de notre mieux pour que vous soyez magnifique. Notre protagoniste se demande bien si l'empereur dont elle parle ne serait pas par hasard Alexander. Pour elle honnêtement, elle ne veut pas le voir. Il a ruiné la vie de Roselia sans aucun remords. Mais elle a une idée puisqu'une nouvelle chance s'offre à elle. Notre protagoniste vient de demander à ses servantes de la rendre aussi élégante que possible. Ses servantes sont très contentes de sa réponse. L'une d'elles va même s'étonner de sa réponse car d'habitude, sur le coup du chagrin, Roselia se négligeait énormément. Ses servantes vont tout donner pour qu'elle soit ravissante. Notre protagoniste est surpris de l'enthousiasme de ses servantes. Elle veuille vraiment que l'empereur tombe amoureux de Roselia. Elle se sent un peu coupable de ne pas pouvoir satisfaire leurs désirs. Mais elle ne compte pas vivre comme le faisait Roselia. Ça y est, notre protagoniste est presque arrivé au bureau de son cher époux l'empereur. Notre protagoniste pense que lui faire attendre 2 semaines pour la voir et finir par la recevoir dans son bureau et non dans le salon des invités signifie qu'il doit être très occupé. Pour elle, l'empereur ira droit au but et la laissera partir. En plus cette rencontre est sans importance pour elle, elle n'est pas Roselia. Une fois entrée, sans perdre du temps. L'empereur remarque sa présence. La fille est éblouie par sa beauté et son charisme. L'empereur lui demande pourquoi elle voulait le voir exactement. Notre protagoniste lui demande s'il doit y avoir une raison particulière pour qu'une femme veuille voir son époux. L'empereur lui fait savoir qu'il comprend parfaitement ce sentiment et lui demande de s'asseoir. Pour notre protagoniste, le plus important dans un nouvel environnement, c'est l'information. Dans son ancienne vie, notre protagoniste a lutté dans un environnement défavorable. Avant de rencontrer l'empereur, elle a essayé de rassembler un maximum d'informations pour évaluer la situation. Quand elle a compris la relation entre Alexander, Roselia et Aïcha, elle a compris que l'histoire originale était encore dans ses prémices. Ça ne faisait que quelques mois que Aïcha était arrivée au palais impérial. Et rapidement Alexander s'est intéressé à elle. L'empereur fait remarque à notre protagoniste qu'elle semble un peu différente. Aussitôt, la fille lui répond qu'effectivement il a raison. Pour notre protagoniste la chose qu'elle doit faire à présent est très évidente avant qu'il essaie de la détruire. Surpris par ces mots, l'empereur demande à Roselia ce qu'il vaut un tel changement. Notre protagoniste vient de demander le divorce à l'empereur. Pour elle, il faut qu'elle laisse la route libre à l'amour naissant entre les protagonistes de l'œuvre sans être un obstacle pour eux. L'empereur n'en revient pas de ce qu'il vient d'entendre. Il demande à Dame Roselia qu'elle lui répète ce qu'elle vient de dire. Aurait-elle oublié à qui elle fait face actuellement? Il fait savoir à la femme que ce n'est pas un endroit approprié pour faire de telles blagues. Notre protagoniste aurait dû s'en douter qu'avec sa posture et son ego, il allait dire cela. Depuis que ce cher Alexander et Roselia se sont mariés. Dame Roselia s'est toujours occupée de tout, sans se plaindre une seule fois. Elle s'est donné corps et âme, dans l'espoir de recevoir l'amour de l'empereur. Mais celui-ci a quand même choisi Aïcha. Pour notre protagoniste, l'empereur ne sait pas que les choses ont changé. Elle n'est pas la Roselia fragile qu'il a connue. Elle fait savoir à l'empereur qu'il n'y a rien d'amusant dans tout cela. Cette demande n'est que le résultat d'une réflexion mûrement faite. Elle est arrivée à la conclusion qu'elle n'est pas faite pour être impératrice. Elle espère que Sa Majesté l'empereur va la comprendre. L'empereur ne comprend pas ses propos. Il demande à Dame Roselia ce qu'elle veut exactement dire lorsqu'elle dit ne pas être faite pour ce rôle. Comment peut-elle dire cela alors que cela fait déjà 3 ans qu'elle remplit cette fonction? Et là soudainement elle veut arrêter. Notre protagoniste fait savoir à l'empereur qu'elle ne se sent ni à la hauteur, ni apte à occuper ce poste encore longtemps. D'un regard poignant, notre protagoniste pense que Sa Majesté l'empereur a enfin réalisé que ce n'était pas une blague. L'empereur resta silencieux pendant un moment. Ensuite demanda à Roselia si elle ne serait pas en colère contre lui car il n'est pas venu la voir ces 2 dernières semaines. La femme se demande quel genre de connerie il est en train de lui sortir là. L'empereur lui fait savoir qu'il est navré, mais il pense que Roselia est censée savoir que leurs voisins ont tenté de pénétrer leurs frontières ces derniers temps. Mais à l'avenir, il va essayer de lui accorder un peu plus de temps. Il fera de son mieux pour être un mari parfait. Notre protagoniste était déjà préparé à cette situation. Elle ne doit pas se faire avoir. Ce que l'empereur dit est vide de sens. En réalité, il ne dit que ce qu'elle a besoin d'entendre. Elle n'a pas intérêt à céder. Croire en ses mensonges lui serait fatal, surtout qu'elle connaît déjà comment l'histoire s'est déroulée.
Notre protagoniste fait comprendre à l'empereur qu'elle ne doute pas qu'un homme de sa trempe ne puisse pas la remplacer rapidement. L'Empire ne manque pas de femmes taillées pour ce poste. L'empereur fait savoir à notre protagoniste qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Aïcha n'est ici qu'en tant que représentante du Saint-Siège. Qu'elle n'oublie pas que les concubines sont avant tout des outils diplomatiques. De plus, ça ne fait que 6 mois qu'elle est parmi nous. Elle n'a pas les épaules pour assumer une telle responsabilité. Donc Rosélia, laissez-moi vous le répéter, vous n'avez rien à craindre d'elle. Comme si notre protagoniste allait croire ce qu'il sort de la bouche de cet homme. C'est une pourriture. Pense-t-il que je suis en train de faire une crise de jalousie? Pour notre protagoniste, cet homme est un idiot. Notre protagoniste ne connaît pas Aïcha et n'a que faire d'elle. La femme se répète encore une fois à l'empereur, je souhaite simplement que nous divorcions, car je ne mérite pas cette place. Laissez-moi me retirer de la vie mondaine. J'espère que vous comprenez votre majesté. L'empereur demande à Rosélia ce que va penser le duc Blanchet. Notre protagoniste avait oublié cet élément dans sa stratégie. Le duc Blanchet est le père de Rosélia. Autrefois, la famille ducale était l'une des plus importantes de l'Empire, connue pour sa loyauté sans faille envers son monarque. Cependant, il y a un millénaire, les Blanchet ont perdu la confiance de l'empereur de l'époque et sont tombés en disgrâce. C'est cette situation qui a poussé le duc Blanchet actuel à offrir sa fille aînée à la famille impériale. Notre protagoniste malheureusement ne sait rien de l'accord qu'ils ont passé pour son union. Néanmoins, elle sait qu'il n'a pas tort, la famille Blanchet n'hésitera pas à s'opposer à ce divorce. Pour elle, cette histoire ne la concerne pas vraiment. Après tout, ce n'est pas sa famille. Quel genre de parents considèrent leur fille comme un objet dans des négociations politiques? Notre protagoniste fait savoir à l'empereur qu'elle est consciente qu'en vertu de la loi impériale, l'accord des deux familles est nécessaire pour faire valider un divorce. Elle lui demande de l'excuser si elle se trompe. L'empereur lui fait savoir que dans toute l'histoire de l'Empire, il n'y a eu que très peu de divorces impériales. Il ne sait pas vraiment comment cela va se dérouler. Il n'avait pas vraiment imaginé qu'elle veuille vraiment divorcer. Dans tous les cas, c'est hors de question. Elle est l'impératrice, elle ne peut pas quitter son poste comme bon la semble. Il ne sait pas ce qui lui est passé par la tête, mais qu'elle oublie cela. L'Empire ne peut pas la remplacer d'un claquement de doigts. Notre protagoniste vient de comprendre qu'il ne compte pas abandonner. Elle se demande en quoi c'est si difficile de divorcer dans ce monde. L'empereur lui fait comprendre qu'ils en reparleront plus tard. Mais si elle a besoin de quoi que ce soit, qu'elle n'hésite pas à lui dire. Il s'engage à lui donner tout ce qu'elle veut, mais ils ne divorceront pas. Notre protagoniste, tout ce que je veux? Est-ce là un signe de votre bonté? L'empereur lui fait savoir qu'il est le dirigeant de cet empire, comment pourrait-il mentir à son impératrice? Notre protagoniste est content, elle fait savoir à l'empereur qu'elle peut donc tout lui demander ce qu'elle souhaite, tant que cela n'inclut pas leur divorce. L'empereur lui fait savoir que oui, il n'a qu'une seule parole. Elle vient de s'incliner devant l'empereur et lui dit « Gloire au soleil de l'Empire ». En sortant du bureau de celui-ci, elle pense que c'est un bon début. Elle ne s'en sort pas si mal après tout. Mais elle ne doit pas perdre son objectif de vue. S'il ne veut pas divorcer, alors elle fera en sorte qu'il ne puisse faire autrement. Notre protagoniste est en plein réflexion, elle pense qu'elle a besoin d'un nouveau plan. Elle vient de voir au loin une femme. Sa description lui dit quelque chose, de longs cheveux noirs et des yeux sombres, si innocents, et un corps frêle. C'est bien elle, c'est Aïcha la protagoniste du roman. À la voir, notre protagoniste comprend qu'elle vient voir l'empereur sans avoir de rendez-vous au préalable. Elle a l'impression de faire face au diable. Pour la femme, peu importe, elle s'en fout d'elle. Elle n'a qu'à rien faire. Elle n'a qu'à l'ignorer et partir de là. Dame Aïcha vient de lancer la conversation. Elle fait comprendre à Rosélia que cela fait déjà longtemps qu'ils ne s'étaient pas vus. C'est une bonne surprise de rencontrer Rosélia ici. Pour notre protagoniste, il n'y a rien de bien à voir. D'ailleurs, puisqu'elle est devenue concubine de l'empereur, elle a dû apprendre l'étiquette de la cour. Pourquoi se comporte-t-elle de cette façon alors que je suis l'impératrice, pense notre protagoniste. Notre protagoniste espère que ce n'est pas intentionnel de sa part et qu'elle est simplement idiote. Notre protagoniste fait savoir à Dame Aïcha qu'elle a raison et lui demande ensuite ce qu'elle fait ici. Elle dit être venue voir l'empereur. Elle est passée dans sa chambre, mais comme il n'y était pas, elle est venue jusqu'ici. Pour notre protagoniste, comment peut-elle entrer dans les appartements d'Alexander comme s'il s'agit d'un moulin?
Notre protagoniste vient de faire savoir à Dame Aïcha qu'elle voit, mais elle va devoir la laisser car elle a beaucoup à faire. Aïcha lui demande d'attendre. Notre protagoniste s'arrête et lui demande ce qu'elle veut. Aïcha lui fait savoir qu'il y a quelque chose qu'elle souhaitait dire depuis longtemps. Elle aimerait qu'ils deviennent amis, car après tout, elles sont les deux seules femmes de la famille impériale. Elle aimerait qu'elles puissent partager ensemble leur joie et leur peine ensemble, qu'elles puissent discuter entre femmes, qu'elles soient honnêtes l'une envers l'autre. Pour finir, elle demande à notre protagoniste Dame Roselia si son attitude ces derniers temps ne serait-ce pas une façon d'attirer l'attention de Sa Majesté. Notre protagoniste se rend bien compte maintenant qu'elle s'est mépris sur Aïcha. Quand elle a lu le roman, elle pensait que c'était une personne innocente. Mais là, à cet instant, elle n'est plus sûre de rien. Cette femme ne l'inspire plus. Mais en réalité elle s'en fiche. Notre protagoniste affiche un sourire qui met Dame Aïcha sous pression. Elle demande à notre protagoniste pourquoi elle rit. Elle veut savoir si elle a dit quelque chose d'amusant. Notre protagoniste lui fait savoir que les mots qui sortent de sa bouche sont hilarantes, c'est justement pour cela qu'elle rit. Notre protagoniste lui demande si elle pense réellement qu'elle a du temps pour des futilités pareilles. Se rapprocher d'elle pour attirer l'attention de l'empereur, c'est vraiment utopique. Dame Aïcha est choquée par ce qu'elle entend. Elle demande à notre protagoniste si l'attention de l'empereur ne signifie vraiment rien pour elle. Celle-ci lui fait savoir que c'est exact. Qu'elle fasse comme bon lui semble avec lui. Elle n'a pas besoin de ses faveurs et s'en fiche de ce qu'ils peuvent faire ensemble. Pour notre protagoniste, peu importe qu'ils s'aiment pour toujours et qu'ils finissent heureux, tant qu'il l'ignore gentiment, elle fera tout pour devenir la méchante de l'histoire. Sa Majesté l'Empereur lui a dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait, elle ne compte pas s'en priver pour le mettre sur la paille. De surcroît, elle ne pense pas être capable de rentrer dans son ancien monde. Alors, autant mieux en profiter. Nous sommes le lendemain, des servants sont en train d'aménager des cartons dans le palais de Dame Aïcha. Elle demande à savoir ce que cela signifie. Dame Roselia lui demande si ce n'est pas évident. Elle est en train de s'installer car son palais est en pleine rénovation. Dame Aïcha ne comprend pas, elle demande pourquoi c'est dans son palais à elle qu'elle vient pour s'installer exactement. Notre protagoniste est content de sa première décision en tant que super méchante. La tactique consistait juste à venir empiéter sur les plates-bandes d'Aïcha en s'installant au palais des concubines. La demeure de notre protagoniste est certes très grand, spacieux et rempli d'objets anciens et lumineux, mais comparé à ceux de l'empereur et des concubines, il n'est plus en très bon état. De plus, le manque d'intérêt de l'empereur envers Roselia a poussé les domestiques à l'ignorer aussi. Roselia voulait vivre modestement, comme Aïcha, donc elle n'a jamais pris le soin de faire réparer son palais, et cela l'a finalement tuée. Notre protagoniste n'a pas l'intention de vivre et de donner l'impression d'une personne qui fait pitié. Surtout sachant qu'Aïcha est couverte constamment de présents de la part des nobles et de l'empereur. Notre protagoniste ne sait pas quand elle pourrait divorcer de cet homme. Pour elle, il serait mieux de faire rénover le palais. Le décorer comme bon la semble. Le seul souci est la taille de la demeure de l'impératrice, cela va prendre du temps avant qu'elle puisse y retourner. Elle ne peut pas vivre dans un chantier en construction. Vu la distance lointaine des autres palais, et comme par hasard, le palais d'Aïcha comporte de nombreuses pièces vides. C'est comme cela que notre protagoniste a décidé de cohabiter avec elle, car après tout, elle est l'impératrice. Elle peut faire tout ce que bon la semble. Dame Roselia fait savoir à Dame Aïcha que si sa présence incommode, alors pourquoi elle n'irait-elle pas vivre dans son palais? L'air y est frais et correspond à son engagement pour vivre une vie à 7. Aïcha essaie de parler, mais celle-ci ne lui laisse guère le choix. Soit elle l'accepte ici, soit elle va vivre là-bas. Notre protagoniste joue à la méchante désormais. Si Aïcha n'est pas contente, alors qu'elle se casse. Dans une colère, Aïcha rappelle à Roselia qu'elle est dans son palais. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait en partir. Pour notre protagoniste, il n'y a pas de problème. Elles vont devoir cohabiter pendant un certain temps dans ce cas. Après tout, elles sont toutes les seules femmes de la famille impériale, elles devraient être amies. Aïcha vient de comprendre, Roselia veut la rabaisser davantage. Elle va faire comprendre à Roselia qu'elle agit de la sorte, car elle s'inquiète. Elle fait savoir à Roselia d'être consciente qu'elle la déteste. Elle est d'accord pour vivre avec elle, mais se demande juste si l'empereur acceptera cela. Pour notre protagoniste, elle ne comprend pas pourquoi elle fait sa mijaurée. Elle veut simplement faire comprendre qu'elle va aller faire un caprice à l'empereur. Roselia trouve cela tellement pathétique. Elle fait apparence à Aïcha d'être surpris par ce qu'elle dit.
Elle la remercie de s'inquiéter pour elle. Aïcha est dans une rage folle. Elle vient de se retourner pour aller retrouver l'empereur et faire son rapport. Notre protagoniste est ému par ce qu'elle voit. Son plan se déroule à merveille. Quelques instants plus tard, notre protagoniste est en train de boire une tasse de thé. L'empereur vient d'arriver en s'écriant. Pour notre protagoniste, il est enfin là. L'empereur fait savoir qu'Aïcha vient de lui rapporter quelque chose d'invraisemblable. Il veut savoir si c'est vrai qu'elle veut s'installer dans le quartier des concubines. D'un ton posé, la femme vient de lui répondre oui. Elle compte s'installer là. L'empereur demande si elle n'en a pas déjà une demeure. Il n'y a jamais eu d'impératrice allant s'installer dans le palais des concubines. La femme lui fait savoir que dans ses souvenirs, l'empereur lui dit qu'elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Elle a juste appliqué ses paroles à la lettre. En plus, elle lui a proposé de prendre possession de son palais en contrepartie, mais elle a refusé. L'empereur fait savoir à Roselia qu'elle est ridicule. Elle a la capacité de construire un palais encore plus grand et magnifique que le précédent si elle le voulait bien. Mais à la place, elle préfère parasiter le palais d'une autre. Il lui fait savoir pour finir qu'elle est mieux placée que quiconque pour savoir que peu importe son statut, elle ne peut pas faire ce genre de choses. Roselia demande ce qu'elle doit faire dans ce cas. Elle veut vivre ici et non dans son palais. Elle rappelle à l'empereur qu'il n'oublie pas que c'est lui qui a accepté qu'elle fasse ce qu'elle veut, en mettant en jeu son honneur de monarque. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode avec nous, jusqu'à la fin. Nous sommes obligés de nous arrêter ici en attendant que la suite des chapitres puisse être disponible. Avant de terminer, nous vous recommandons de vous abonner, de laisser un gros pouce bleu et partager la vidéo. Des projets épiques sont en cours d'élaboration pour vous combler au grand max. À bientôt!